Avec Accéder Affaires de Desjardins, gérez les finances de votre entreprise partout et en tout temps. Réglez vos factures rapidement, payez vos fournisseurs et transférez des fonds facilement où que vous soyez. Desjardins, fier partenaire des entrepreneurs d'ici. Avec Vidéotron Affaires durant le Vendredi fou, abonnez-vous à 2 forfaits mobiles et obtenez gratuitement 2 forfaits à porter votre appareil. Ça, c'est pas mal le double de forfaits pour le même prix. Donc, pourquoi pas faire 2 annonces pour le même prix? Avec Vidéotron Affaires, durant le Vendredi fou, abonnez-vous à 2 forfaits mobiles et obtenez gratuitement 2 forfaits à porter votre appareil. Ça, c'est pas mal le double de forfaits pour le même prix. Je pense que ça peut pas être plus clair. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron Affaires. Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Au printemps 2019, j'ai eu le plaisir de rencontrer le grand philosophe britannique Roger Scruton, alors que nous étions tous les deux invités d'un colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques à Paris. Nous avons soupé et fraternisé et commencé à nous écrire. Lors de ces échanges, je l'avais invité à cette émission et il avait accepté d'y participer avec plaisir. Il s'agissait de trouver un moment. Hélas, la maladie s'en est mêlée et Scruton est mort en janvier cette année d'un cancer diagnostiqué quelques mois auparavant. Sa mémoire a été saluée à la fois dans le monde anglo-saxon et en France, où il avait ses lecteurs et où il en aura encore, je crois, de plus en plus. Je croyais et je crois toujours nécessaire de faire connaître au public québécois la pensée de ce grand philosophe associé à la renaissance du conservatisme britannique, qui savait jeter un œil si perspicace sur le malaise occidental. Et c'est pour cela que je reçois aujourd'hui à ce micro Pierre Norris, qui lui consacre son mémoire de maîtrise. Pierre Norris, il vaut la peine de le dire, est aussi chroniqueur à Radio-VM à l'émission Questions d'actualité. Monsieur Norris, bonjour. Bonjour. Alors, une première question, tout simplement, pour nos éditeurs qui ne seraient pas familiers avec le nom de Scruton. Pourriez-vous nous donner quelques repères biographiques sur ce philosophe britannique? Oui, Roger Scruton est un penseur conservateur britannique qui, je crois, est absolument incontournable. Il est reconnu beaucoup dans le monde anglo-saxon, mais ce n'est que tardivement qu'il s'est fait connaître dans le monde francophone. Il a écrit au moins une 50aine d'ouvrages, mais seulement une poignée sont traduits en français à ce jour. Il a touché à peu près à tout là, dans ses travaux, que ce soit la politique et la philosophie, mais aussi l'architecture, la musique, les arts, l'écologie, la sexualité, les relations internationales, même les droits des animaux. Il a écrit sur un paquet de choses. Mais pour en venir à quelques éléments biographiques plus précisément, Scruton est né en 1944. Dans l'Angleterre rurale, dans le Lincolnshire précisément. Et il vient d'une famille de classe moyenne. Son père était partisan, c'était un partisan acharné du Parti travailliste qui était opposé aux puissants, à la hiérarchie et aux inégalités. Donc, Scruton n'aura pas une très bonne relation avec son père, mais il va retenir de lui son amour de la campagne, de la nature, du patrimoine bâti, un certain idéal de la vieille Angleterre. Aussi, il entre à Cambridge au début des années 60, en sciences naturelles dans un premier temps, mais il va vite se tourner vers la philosophie. Et après l'obtention de son diplôme de premier cycle, il part pour la France à la fin des années 60. Il va enseigner brièvement à l'université de Pau. En France, il va connaître certains éléments. Je pense qu'on pourrait peut-être y revenir un peu plus tard. Mais tout ça pour dire qu'après ce passage en France, il va venir faire son doctorat en philosophie à Cambridge, qui est obtenu en 73. Et là, il va enseigner pendant plusieurs années, jusqu'au début des années 90, au Birkbeck College de Londres. Et à ce moment-là, il va quitter pour soit se lancer en affaires ou pour cumuler divers postes de professeurs invités aux États-Unis et au Royaume-Uni, notamment à Boston, Oxford ou St. Andrews, dans ces universités-là. Et Scruton a été aussi un temps chroniqueur au Times. Il a écrit dans plusieurs revues. Il a dirigé pendant longtemps la revue conservatrice de Salisbury Review. Et il va pas manquer à travers toutes ces occasions-là de faire un peu de controverse. Il va s'amuser, disons, à tester les limites du politiquement correct.
Donc, on voit avec tout ça qu'il avait longtemps un pied dans le monde universitaire et un autre dans la sphère publique. Et il faut mentionner aussi qu'à la fin de sa vie, Scruton s'est vu accorder par le gouvernement de Theresa May la présidence d'une commission publique qui visait à revaloriser le beau et le patrimoine dans l'architecture publique. C'est d'ailleurs l'un de ses thèmes de prédilection dans ses écrits. Et là, il y a eu un scandale de délit d'opinion, comme on en voit plusieurs aujourd'hui. C'est tombé sur lui. Il y a un journaliste du New Statesman qui avait déformé ses propos pour le faire passer pour un antisémite, un anti-musulman, ce qui lui a coûté son poste à la tête de la commission. Mais il a fini par y avoir des excuses après l'aveu que les propos avaient été déformés. Et l'un des premiers gestes de Boris Johnson en arrivant au pouvoir a été de restaurer Scruton comme coprésident de la commission. Mais bon, c'est arrivé dans un très triste contexte. Scruton était très malade. Il y avait déjà un cancer qui était fulgurant. Et bon, il est décédé le 12 janvier dernier, malheureusement. Alors, merci pour ce premier tour sur son parcours biographique. Alors, vous l'avez évoqué, Roger Scruton va faire des études en France. Il va être au contact, vous me corrigerez si je me trompe, mais il va être au contact de mai 68. Et mai 68, ça va jouer un rôle dans sa conversion, peut-on dire, au conservatisme. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Et si oui, pourquoi expliquer cette conversion au conservatisme de Roger Scruton? Oui, vous avez tout à fait raison, mais il y avait quand même des petits antécédents avant ça. Dans un premier temps, il va y avoir un choc au contact de ses collègues et de ses professeurs en arrivant à Cambridge quand il commence ses études de premier cycle en philosophie. Il a raconté que lui, dans son esprit, étudier la philosophie, ça voulait dire se questionner sur les grandes questions de l'existence en mobilisant les classiques de la civilisation occidentale, ce qui s'était pensé de mieux par les meilleurs d'entre nous depuis Athènes au 5e siècle. Mais il a constaté que très vite que l'ère du temps était plutôt à la déconstruction de la civilisation occidentale et au relativisme moral le plus absolu. Et pour lui, en constatant ça, ça a été un premier choc. Mais après ça, en effet, il s'en va en France, je le disais. Il enseigne brièvement à l'université de Pau. Et ça donne que pendant mai 68, il est à Paris. Il était avec sa conjointe, je pense même sa femme de l'époque, et avec des amis français. Et donc, il est là-bas, et là, soudainement, il voit à Paris les étudiants lever des barricades, renverser des voitures, occuper les universités, demander des changements révolutionnaires qui sont difficiles à discerner ou à clarifier au-delà des slogans. Puis là, lui qui vient d'une famille de classe moyenne rurale, il est scandalisé de voir une masse au fond de petits bourgeois éduqués, privilégiés, qui se réclament de la classe ouvrière, puis qui, au nom de la classe ouvrière, va se comporter au mieux comme des grands enfants rois, ou au pire comme des racailles. Et donc, Scruton essaie de comprendre ce qui se passe. Il demande à ses amis, pourquoi vous faites ça? Et ils lui font lire les œuvres qui les inspirent eux. Donc, Scruton tombe dans Sartre, Foucault, Marx. Il va très vite comprendre que c'est pas son univers. Lui, au même moment, il était en train de lire les mémoires de guerre du général de Gaulle, et il a raconté que lui, c'est ça qui le faisait vibrer. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France, et la France ne peut être la France sans la grandeur. Lui, c'est là-dedans qu'il se reconnaissait. Et c'est à ce moment-là, il y a eu un déclic chez lui. Il va avoir compris, il a utilisé une très belle formule, en disant qu'il était conservateur parce qu'il a compris à ce moment-là qu'il voulait préserver les choses plutôt que de les détruire. Il a compris que les choses sont plus faciles à détruire qu'à construire. Les choses qu'on construit sont fragiles. Et si on tient à quelque chose, il faut s'activer pour le préserver. Alors, vous nous dites l'idée de conserver, donc l'idée de préserver l'essentiel. Une fois qu'on a identifié ce noyau philosophique, quels sont les grands traits du conservatisme de Roger Scruton? Est-ce qu'on peut identifier un corps de doctrine? Et par ailleurs, est-ce que ce conservatisme a évolué au fil des décennies? Je dirais, dans un premier temps, oui, son conservatisme a évolué au fil des décennies. Il s'est libéralisé quelque peu au fil du temps, mais de toute manière, même dans son évolution, Scruton est resté
somme toute assez fidèle à ce qu'il défendait au début dans ses premiers livres. Il s'inscrit directement dans la lignée d'Edmund Burke, qui est ce politicien majeur de la fin du 18e siècle en Grande-Bretagne, puis qui a écrit en 1790 Réflexion sur la Révolution en France, qui est l'ouvrage qui est considéré comme le livre fondateur du conservatisme moderne, ou en tout cas du conservatisme anglo-saxon, mais qui a eu de très grandes répercussions. Donc de Burke, Scruton va reprendre le refus de la Révolution, la défense des petites communautés locales, la défense de l'autorité, de la religion, une défense de l'héritage qui est reçu afin de préserver l'ordre du monde. Et l'homme, disait Burke, est façonné par des préjugés. Entendre par là des préjugés. Donc, on parle d'une accumulation sédimentaire de traditions et d'expériences qui sont venus juger les choses avant nous et qui incarnent donc un dépôt de sagesse qui est cumulé. Et Scruton va aussi reprendre la fameuse formule d'Edmund Burke qui rejette l'idée que la société serait fondée sur un contrat social. Pour Burke, s'il y a bel et bien un contrat qui tient la société ensemble, mais c'est pas entre les individus qui sont là en ce moment, c'est entre les vivants, les morts et ceux qui vont naître. Scruton va souvent reprendre cette phrase-là, il va s'en réclamer, il va travailler là-dessus, il va dire que l'homme est un héritier. Et donc, il reçoit l'héritage, les vivants reçoivent un héritage des morts, et les vivants doivent entretenir et faire fructifier cet héritage-là pour le léguer à leur tour. Donc, l'homme est pour le léguer à ceux qui vont naître. Donc, l'homme est un gardien, mais dans un sens, parce qu'il doit faire fructifier ça, l'homme est un fiduciaire. Ces idées-là vont souvent revenir dans la pensée de Scruton. Autrement, Scruton, il comprend aussi très bien que l'ordre auquel il tient n'est pas purement abstrait. Il est incarné, il vient de quelque part. La civilisation occidentale, pour Scruton, elle est très certainement une civilisation chrétienne. Lui-même, Scruton, il est anglican, proche du catholicisme sans vraiment être passé de ce côté-là à 100%, mais il s'en tient proche, il est pas loin, et il défend l'idée que toutes nos institutions occidentales, nos valeurs, découle du christianisme d'une manière ou d'une autre, à commencer par l'idée même de séparation du religieux et du politique. Il ressort la phrase biblique rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais aussi et notamment des idées de pardon, de responsabilité et de compensation. Enfin, il y a aussi chez lui, je pense, une opposition très ferme contre toute logique révolutionnaire, que ce soit chez les Jacobins français, puis au sein du nazisme, du communisme et maintenant de la nouvelle gauche. Scruton y voit à l'œuvre une même logique révolutionnaire qui souhaite refonder le monde suivant un modèle fantasmé de perfection absolue. Et pour faire ça, les révolutionnaires, ils sont convaincus qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, les gens cessent d'être des personnes pour devenir des instruments en vue d'atteindre le monde idéal. Et dans ce cas-là, tout ce qui nous précède doit être balayé en vue d'en arriver au monde idéal. Et tous ceux qui entravent la supposée marche de l'histoire, ils doivent être soit rééduqués, soit neutralisés. Et dans un cas comme dans l'autre, les règles élémentaires de la justice sont broyées, qu'on soit un noble ou un clerc dans la France révolutionnaire, un juif allemand, un bourgeois russe ou aujourd'hui un homme blanc hétérosexuel. Chacun est coupable non pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Et le juge, le jury, le procureur sont une seule et même personne. Et l'accusation est en elle-même la preuve de la culpabilité. Donc, il y a toute cette logique-là révolutionnaire que Scruton voit à l'œuvre. Ça explique pourquoi il se méfie des différentes formes de la gauche ou des idéologies en général. Et pour revenir à l'autre partie de votre question aussi, là, je le disais un petit peu, c'est ça. Scruton au début, mais j'en reparlerai plus tard quand même, son conservatisme est assez craintif ou face au libéralisme. Il aime pas trop voir Margaret Thatcher parler constamment de liberté. Pour lui, le conservatisme repose non pas sur la liberté, mais sur l'autorité. Mais reste qu'au fil du temps, il va modérer davantage sa lecture du libéralisme. Il va voir qu'il y a beaucoup de points communs quand même entre les conservateurs et les libéraux, notamment. Mais reste qu'au départ, et même à la fin, il va continuer de dire qu'il y a de grandes différences, puis que c'est important de ne pas mélanger les deux.
Bon, alors justement, allons-y davantage sur cette question qui est très présente dans la philosophie politique française. Est-ce que le lien possible entre conservatisme et libéralisme, qui est présente dans l'histoire du conservatisme américain, dans ce qu'on appelait le fusionnisme, c'est-à-dire le lien entre la pensée traditionnelle, peut-on dire, et la pensée libertarienne, puis on cherchait un point de contact, certains appelaient ça conservatisme. La tradition britannique est différente, le conservatisme en tant que tel s'y ancre dans une longue histoire. Quels sont, pour Scruton, les liens entre conservatisme et libéralisme? Est-ce que les deux sont des doctrines alliées? Est-ce qu'il s'agit de deux versions différentes d'une même civilisation? Comment, autrement dit, nouent-ils des liens philosophiques avec le libéralisme? Oui, question très importante. Et si vous me permettez, pour y répondre, je pense qu'il va falloir faire un retour en arrière pour expliquer un peu c'est quoi le contexte politique, disons, depuis le 19e siècle en Grande-Bretagne, là, dans des très grands traits. Donc, c'est ça. Depuis le 19e siècle, au Royaume-Uni, on voit s'affronter deux grands partis, le Parti libéral et le Parti conservateur. En fait, même on peut remonter avant le 19e siècle. Le Parti libéral, c'est l'héritier en quelque sorte, pas uniquement, mais surtout du Parti Whig. Le Parti conservateur, le Parti Tory. Le Parti Whig était défenseur de la suprématie du Parlement, le Parti Tory celle du roi. Mais bon, au 19e siècle, les enjeux se présentent un peu autrement. C'est clairement le Parlement qui l'a emporté à une autre époque. Et donc, le roi est en retrait. Et maintenant, au 19e siècle, les deux grandes figures qui vont vraiment très bien illustrer les deux grands courants qui s'affrontent, c'est d'abord William Gladstone pour le Parti libéral et Benjamin Disraeli pour le Parti conservateur. Le Parti libéral, qu'on peut représenter notamment par Gladstone, il va défendre la bourgeoisie urbaine, le libre-échange et l'extension continuelle du droit de vote et des droits politiques. Face au Parti conservateur qu'on peut représenter avec Disraeli, mais aussi avec le marquis de Salisbury tout de suite après, le Parti conservateur va représenter la noblesse et les milieux ruraux. Plutôt que le libre-échange, il va défendre le protectionnisme. Et plutôt que de parler d'une extension continuelle des droits politiques, le Parti conservateur va parler d'une hiérarchie sociale, mais une hiérarchie à l'intérieur de laquelle il doit y avoir une solidarité, une relative solidarité sociale. Parce que dans le fond, si on veut, c'est un restant du féodalisme. On se dit que il y a nécessairement des inégalités dans la société, mais la société forme une chaîne et chaque maillon dans la chaîne a un devoir, une responsabilité vis-à-vis les autres. Même s'il y a des gens en haut, ils doivent protection à ceux en bas. Donc, il y a cette idée-là qui est un peu à travers le programme du Parti conservateur. Et ce qui se passe à la fin du 19e siècle, c'est que on voit la révolution industrielle, c'est la montée du syndicalisme et de la question ouvrière, du fait des profondes inégalités sociales très concrètes. Et avec ça, il y a les idées marxistes aussi. Donc, c'est la naissance du Parti travailliste. Et le Parti libéral, qui jusque-là était considéré comme le parti de gauche, il est dépassé sur sa gauche maintenant. Il devient un tiers parti dès les années 20. Donc, entre les dernières années du 19e siècle et les années 20, au sortir de la Première Guerre mondiale, c'est une transition. Les libéraux vont essayer de se faire un peu plus progressistes parce qu'ils sentent qu'ils sont concurrencés par les travaillistes. Et il y a une bonne partie de l'électorat libéral, bourgeois, urbain, qui est pas vraiment d'accord avec ça et qui va de plus en plus se tourner vers le Parti conservateur. Et ce qui va arriver pendant les années 20, c'est que le Parti conservateur va absorber une grande partie de l'électorat libéral. Et donc, puisqu'ils absorbent leur électorat, ils absorbent aussi une bonne partie de leurs intérêts et de leurs idées. Et le conservatisme politique britannique, donc, il va se modifier un peu. Il va offrir une nouvelle synthèse de la tradition et la liberté. Les conservateurs, ils deviennent maintenant le grand parti de l'ordre social, de la modération politique et de la propriété. Mais ils vont faire ça de manière très modérée en disant qu'il faut
perpétuer l'ordre social. Pour ça, il va peut-être falloir faire des concessions auprès des syndicats, auprès de tel ou tel groupe. Donc, jusqu'aux années 70, les conservateurs anglais vont tenter de calmer la grogne sociale en adhérant modérément à l'État-providence. Ils vont instaurer eux-mêmes quelques mesures. De temps en temps, ça va être en acceptant ce que les travaillistes vont faire pendant qu'ils sont au pouvoir, mais en modérant tout ça un peu. Mais il reste que de manière générale, les conservateurs vont accepter l'État-providence. Mais arrivent les années 70 et 80 avec Margaret Thatcher. Le Parti conservateur, on a souvent dit qu'à ce moment-là, il a opéré une rupture. Je crois qu'il a plutôt assumé et il a assumé la synthèse qui avait commencé à s'opérer au début du 20e siècle. Il l'a porté à terme en combinant cette fois-là vraiment le conservatisme et le libéralisme. Les conservateurs en viennent à se dire à ce moment-là que là, c'est bien beau que le Parti conservateur appuie l'État-providence un peu, mais il reste que là, l'État est tellement présent qu'on est de moins en moins dans une économie de marché. Et comme l'État est de plus en plus présent, mais l'État, il s'appuie sur les syndicats, sur les groupes de pression, donc il est même plus capable de faire valoir son autorité, la loi et l'ordre, etc. Donc, le Parti conservateur de Thatcher vient vraiment faire aboutir la synthèse qui avait commencé au début du 20e siècle en combinant le conservatisme social et le libéralisme économique. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'arrive Scruton. Il commence à écrire ses livres à la fin des années 70. Et Scruton va jouer un rôle particulier à cette époque-là. Scruton, lui-même, il participe à cette synthèse-là et parce qu'il va se faire, lui aussi, le défenseur du libre marché et de l'entreprise privée. Il va abondamment se référer aux thèses de l'économiste Friedrich Hayek, par exemple. En quelques mots, là, c'est cette idée notamment que la société devrait être un ordre spontané. Les gens ont spontanément, au fil du temps, fait des choses et ce qui en découle, ça forme un ensemble très complexe, mais qui a une logique propre. Puis si on arrive avec un ordre planifié pour essayer de renverser ça, puis de donner de nouvelles lignes directrices, on va nécessairement en venir à détruire la société. Et puisqu'on veut planifier, bien la planification, elle va échouer, la société est trop complexe, donc il va toujours falloir aller de plus en plus loin dans la planification, donc c'est très dangereux. Scruton va beaucoup se référer aux travaux de Hayek, notamment, donc il y a des ponts assez importants avec le libéralisme ici. Mais d'un autre côté, Scruton va aussi s'inquiéter de cette synthèse-là, même s'il y participe. Et il va essayer de rappeler certaines notions élémentaires. Scruton va rappeler que si le conservatisme et le libéralisme adhèrent tous les deux à l'économie de marché, ils le font pas du tout de la même manière. Les libéraux, ils croient que les individus se sont associés, puis qu'il y a un ordre politique qui a rationnellement découlé de cette entreprise-là. L'ordre politique est donc fondé sur la liberté et a pour unique fonction de protéger cette liberté-là. Mais pour les conservateurs comme Scruton, la liberté, elle est plutôt ce qui découle de l'ordre politique, et non l'inverse. Et lui, il s'inquiète de voir Reagan et Thatcher, je le disais plus tôt, qui parlent constamment de liberté, alors que pour lui, c'est l'autorité qui fonde la société et le conservatisme. L'individu, pour Scruton, il n'a jamais existé seul et isolé. Lui, il croit pas du tout au mythe de l'homme et l'état de nature. La société politique, c'est une association de familles, de réseaux naturels. C'est de ces milieux-là que l'individu émerge. Et donc, l'homme est déjà en partant un animal politique. Et pour les conservateurs, si c'est vrai que l'économie de marché est toujours préférable au socialisme, elle se doit d'être balisée par les institutions, par les valeurs qui fondent la société. Le libre marché, c'est bien, mais il peut pas être ni le seul principe d'action, ni le principal principe d'action. Donc, on peut pas accepter que tout soit permis. Il faut un minimum de solidarité, d'unité. Tout ça doit être valorisé, à la fois par la morale, par les communautés naturelles, par l'État et par la nation. Donc, c'est la réponse que je ferais. Il y a plusieurs quand même points de rencontre avec le libéralisme et le conservatisme. L'essentiel étant autour de la question du libre marché, les institutions politiques représentatives, etc. Mais le nœud central, là, c'est vraiment cette idée-là de la liberté individuelle, puis du libre marché. Pour Scruton, ça peut pas être, on peut pas dire que c'est ça qui est au fondement de la société. Puis il faut faire attention quand on tombe dans ce discours-là. On peut en venir à détruire ce qu'il y a de naturel et de traditionnel chez l'homme.
Avec Accéder Affaires de Desjardins, gérez les finances de votre entreprise partout et en tout temps. Réglez vos factures rapidement, payez vos fournisseurs et transférez des fonds facilement où que vous soyez. Desjardins, fier partenaire des entrepreneurs d'ici. Nouveau. Smart Condo Plans est un système de gestion de plans simple et abordable sur le web. Permettez à vos clients de visualiser les unités disponibles en temps réel. Promoteurs immobiliers et gestionnaires de complexes pour aînés, facilitez les ventes et les locations de vos unités avec Smart Condo Plans en évitant les déplacements. Utilisez le code promo Plan COVID pour profiter d'une mise en ligne accélérée sur smartcondoplans.com. Alors, vous décrivez la synthèse de Scruton, qui est une synthèse qui se définit au contact des événements politiques, au contact de l'histoire. Arrive la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, apparaissent de nouvelles questions, ou à tel moins qui avaient été peut-être foulées, de nouvelles questions qui prennent une place centrale pour le conservatisme, notamment la question de la nation, la question de la mondialisation, la question plus tard, il va y revenir même sur la question du rapport avec l'islamisme et ainsi de suite, la définition de la civilisation occidentale. De quelle manière la philosophie politique de Scruton, de quelle manière Scruton va-t-il aborder cette nouvelle période et plus particulièrement, de quelle manière va-t-il s'emparer de la question nationale au sens large qui commence à s'imposer dans les années 90, à la fois peut-être dans sa pensée, mais certainement plus largement dans le monde qui est le nôtre encore aujourd'hui? Oui, Scruton, il offre une vision assez intéressante de la nation. Bon, il y a là-dedans d'abord un élément assez classique. Là. Pour Scruton, c'est assez clair que la nation, elle se veut médiatrice entre l'universel et le particulier. Mais pour lui, c'est plus qu'un trait d'union entre l'échelle mondiale et l'échelle locale. La nation, l'État-nation est l'acteur essentiel aux deux niveaux. Ce que fait aussi l'État-nation, c'est qu'il vient, et la nation en particulier, elle vient organiser les rapports entre le pouvoir séculier et le pouvoir religieux sans faire disparaître ni l'un ni l'autre. On en parlait un peu au début, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et pour Scruton, ben oui, c'est vrai que l'État-nation, il se veut territorial, il se fonde sur la primauté du pouvoir séculier face au pouvoir religieux, mais en même temps, cette conception-là, elle émane précisément du christianisme. Ça va être l'un des éléments que Scruton va montrer pour expliquer les différences fondamentales qu'il y a entre la civilisation chrétienne et le monde musulman, par exemple. Pour lui, c'est assez clair que l'islam ne vient pas faire cette séparation-là entre le pouvoir séculier et le pouvoir religieux. Le Coran n'est pas simplement un texte religieux, c'est un texte juridique. Donc, pour lui, on voit vraiment que notre civilisation émane du christianisme, comme le Moyen-Orient émane de l'islam aussi. On peut reprendre la phrase d'André Malraux, là, une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège à une religion. Je pense que Scruton adhérait vraiment à cette idée-là. Mais pour en revenir spécifiquement à la nation, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant et qui peut éclairer certaines discussions qu'on a ici au Québec. Scruton parle du fait que la nation, elle est territoriale, elle est légale, on parle d'un pouvoir séculier, mais en même temps, la nation, elle n'est pas dépourvue d'un imaginaire collectif et commun qui dépasse les textes de loi et les constitutions. Donc, il vient, en quelque sorte, montrer que le faux débat là qu'on a eu ici quand les gens opposaient nationalisme civique, puisqu'on a caricaturé en nationalisme ethnique, ben en fait, c'est les deux. L'État, la nation repose, oui, sur le territoire, mais aussi sur une culture, sur un imaginaire. Et je le disais plus tôt, Scruton, il ne croit pas au mythe libéral de l'homme à l'état de nature. Il considère que l'homme, à l'origine, c'est un animal politique qui vit au sein de familles, au sein de clans. Et ces institutions naturelles-là, elles ont accouché tranquillement, au fil du temps, d'entités nationales articulées autour d'une histoire, de coutumes, d'une langue, d'une mémoire. Et on peut en revenir ici aussi à la différence entre les conservateurs et les libéraux. Pour les libéraux, l'appartenance nationale, l'appartenance à l'État, c'est un moyen. L'État et la nation, ça existe comme moyen pour protéger l'individu. Tandis que pour un conservateur, la nation, c'est une fin en soi.
Les conservateurs, ils ne croient pas qu'il faut un projet de société pour que la nation ait un sens. Et là encore, on peut évoquer différents débats qu'on a eus ici au Québec, surtout dans le mouvement souverainiste. Donc, pour un conservateur, la nation, c'est pas il faut pas un projet de société pour soutenir la nation. La nation est en elle-même un projet de société suffisamment complexe. On peut prendre le temps de s'occuper uniquement de ça. C'est déjà une chose de garder la société unifiée. La nation, c'est une entité complexe qui procède de sa logique propre, de référents qui sont produits par l'histoire. Et donc, l'État, c'est à la fois l'expression de la nation, c'est ce qui a été créé par la nation, mais c'est aussi le gardien de la nation. Donc, c'est les deux à la fois. Donc, la légitimité de l'État, elle découle à la fois de ses origines et de ce que l'État fait pour entretenir et pour préserver ces origines-là. Donc, ça, c'est en gros ce que Scruton va écrire à de nombreux endroits, il va détailler à propos de la nation. Et de là va découler, bien sûr, la nécessité chez lui de défendre la souveraineté de l'État-nation face à l'Union européenne, face à l'ONU, face à toutes les organisations internationales qui prétendent dépasser l'État-nation aujourd'hui. Et on peut très bien le deviner. Scruton a effectivement été un grand partisan de longue date du Brexit. Et il se réjouissait de voir le Royaume-Uni reprendre en main sa destinée politique face à l'Union européenne. Même que pour lui, la définition de la nation, lui, ce à quoi il est vraiment attaché, oui, c'est le Royaume-Uni, mais au-delà de ça, c'est l'Angleterre. Il a écrit spécifiquement là-dessus. Et lui, il n'aimait pas voir à l'intérieur du Royaume-Uni la délégation de pouvoir vers l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, alors que l'Angleterre, elle, n'a pas son propre parlement. Et il a l'impression que les nations celtiques qui font partie du Royaume-Uni, ben ils ont 2 députés, ils ont 2 parlements, ils peuvent se faire entendre 2 fois. Scruton préférerait peut-être il l'évoquait peut-être à moitié à la blague, mais il disait que pourquoi ce serait pas envisageable que l'Angleterre ait son propre parlement, peut-être même que l'Angleterre fasse son indépendance du reste du pays pour préserver vraiment ses traditions à elle, parce que le cœur du Royaume-Uni, dans son esprit, ça reste l'Angleterre. L'âme du Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, et ça, il est attaché à ça. Donc, il est très très précis dans son nationalisme. Alors, on se rapproche peu à peu de la fin de cet entretien. Imaginons, alors vous l'avez dit, Scruton est peu traduit en français, bien qu'il commence à l'être. En France, il a trouvé de l'écho ces dernières années. Imaginons que vous deviez conseiller à un jeune lecteur quelques ouvrages de Scruton pour entrer dans son œuvre, pour se familiariser avec son univers, pour avoir envie ensuite d'en connaître davantage. Quels ouvrages de Scruton pourraient, selon vous, servir d'introduction à la philosophie de Roger Scruton? Ça, c'est une très grande question. Scruton a écrit une 50aine d'ouvrages sur une foule de sujets. On pourrait nous étendre puis discuter là sur les ouvrages sur la musique, sur la beauté, sur l'architecture. Et d'ailleurs, sur la beauté, il n'y a pas simplement des livres. On peut conseiller le documentaire Why Beauty Matters, qui est facilement accessible sur YouTube. Je pense que ça pourrait plaire à plusieurs personnes. Mais si vu qu'on parle en ce moment de sa pensée politique, on peut en rester sur ce thème-là. D'abord, Scruton a beaucoup écrit à propos du conservatisme. Et là, il faut faire un choix assez difficile, mais je dirais quand même que s'il fallait en lire un seul sur ce sujet-là, ce devrait être How to be a Conservative, qui est paru en 2014, qui a été traduit en français en 2016 sous le titre de l'urgence d'être conservateur. Il semble que c'est un très grand livre qui se penche avec beaucoup de nuances et de justice sur l'ensemble des courants politiques modernes pour voir en quoi tous ont une part de vérité, mais que seul le conservatisme permet de toutes les réunir. Et je pense que c'est un livre qui est brillant, qui peut faire réfléchir tout le monde, qui peut attirer l'attention, qui va faire plaisir à plusieurs personnes, même si on n'est pas fondamentalement un conservateur. Je pense que tout le monde peut apprécier la lecture de ce livre-là. Deuxièmement, je dirais qu'il y a un livre dont la dernière édition porte le nom de Fools, Frauds and Firebrands, qui est sorti en 2015, qui est traduit en français en 2019, sous le nom de L'erreur et l'orgueil, penseurs de la gauche moderne. La version originale est parue en 85 et elle est venue carrément mettre fin à la carrière universitaire de Scruton, ou en tout cas l'empêcher de monter, parce que l'extrême gauche noyautait déjà les milieux universitaires à l'époque.
Et Scruton avait commis, avec ce livre-là, un crime de lèse-majesté en se livrant à un plaidoyer décapant contre pratiquement tous les penseurs de la gauche de l'après-guerre. Ouais, c'était Thinker of the New Left, je crois. Oui, exactement. À l'origine, c'était ça. Là, maintenant, en anglais, c'est Fools, Frauds and Firebrands. Et c'est la réédition avec quelques textes supplémentaires. Et donc, il va taper sur Jean-Paul Sartre, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Jacques Derrida et de très nombreux autres. Et l'un après l'autre, il va expliquer en détail leurs pensées respectives avant de les démonter morceau par morceau. Ce livre-là, c'est vraiment un dynamitage en règle. Puis enfin, peut-être... un dernier livre à conseiller, même s'il y en a encore plusieurs. On peut penser à un livre qui est paru en 2012, mais qui a toujours pas été traduit en français. C'est How to Think Seriously About the Planet. Il s'agit c'est un plaidoyer en faveur d'un discours conservateur sur l'environnement. Donc, c'est un livre particulièrement intéressant, je crois, à l'heure actuelle. Scruton avance que entre l'exploitation illimitée des ressources naturelles et d'un côté, et de l'autre côté, le discours décliniste et anti-humain qui est servi par les écologistes les plus radicaux, le conservatisme, quelque part entre les deux, il doit proposer un écologisme fondé sur la préservation des milieux naturels et ruraux, sur la modération dans nos prises de décision politico-économiques, puis sur l'importance de laisser les communautés locales s'organiser pour favoriser l'achat local, des mesures adaptées à leur réalité. Donc, c'est un livre qui est très original, qui est très fouillé aussi, il s'appuie sur une grande documentation. Je pense que ça peut être une contribution très intéressante au débat sur l'environnement. Et donc, vu que c'est un enjeu très contemporain, je pense que c'est une lecture qui serait pertinente. Alors, vous nous proposez quelques ouvrages et on aura envie ensuite d'en lire beaucoup d'autres, je n'en doute pas. Une dernière question toute simple qui permet peut-être de récapituler notre propos. Pourquoi aujourd'hui l'œuvre de Scruton est-elle pertinente? Pourquoi doit-on lui assurer une place, on pourrait dire, dans l'histoire récente de la philosophie politique? En quoi est-elle irremplaçable? Autrement dit, pourquoi faut-il lire Scruton? Qu'est-ce qu'on risque de manquer si on passe à côté de son œuvre? Il y aurait plusieurs choses à dire là-dessus, mais si j'avais à résumer, dans un premier temps, je dirais que Scruton, c'est un conservateur intégral. On a beaucoup parlé de sa pensée politique, mais il a aussi travaillé sur la musique, l'architecture, l'esthétique, la sexualité, l'environnement, on l'a dit, aussi sur la religion et tant d'autres sujets. À chaque fois, on trouve chez lui une véritable pensée globale, une cohérence de pensée. Puis je crois qu'à cause de ça, c'est l'un des très grands piliers intellectuels du conservatisme des 40 dernières années. Il a aussi été dans l'action, j'en avais pas parlé, mais pendant les années 80, il a été un conservateur de combat. Il est allé en Europe de l'Est entretenir des réseaux anticommunistes pour leur donner des cours, leur passer des livres interdits, en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie. Donc, c'est vraiment une cohérence totale. C'est un bonhomme important, je crois. Ensuite, c'est un penseur c'est pas un penseur qui émet son opinion en faisant des phrases banales. Scruton avait le sens de la formule, ça va être tranchant, controversé parfois, mais surtout on peut dire qu'il était un littéraire. Je pense qu'il avait le sens du style, un talent pour la composition avec beaucoup de classe et de distinction. Quand on lit Scruton, on voit qu'on n'est pas simplement face à des textes, on est face à une œuvre. Puis finalement, je dirais que Scruton, il a beau se réclamer sans la moindre ambiguïté du conservatisme. Je suis convaincu que c'est un auteur qui doit être lu par des gens situés sur tout l'échiquier politique. Je pense qu'un libéral convaincu ou un socialiste militant pourraient tous les deux se trouver à s'y mettre sous la dent en lisant du Scruton, et chacun serait surpris de se découvrir à tout le moins un petit côté conservateur. Parce que l'œuvre de Scruton, en fin de compte, c'est rien d'autre qu'un grand plaidoyer pour la gratitude envers ce qui nous est donné, le respect du sacré de ce qui nous dépasse, puis c'est aussi un plaidoyer pour la beauté. Donc, c'est des thèmes universels. Oui, d'ailleurs, dans le dernier texte qu'on a pu lire de lui, presque un texte qui annonçait sa disparition, il disait que le sentiment qui l'aurait habité au terme de son existence, c'était la gratitude. C'était un bel éloge, me semble-t-il, de son rapport au monde, une belle manière de témoigner de son rapport au monde. Pierre Norris, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde, et j'espère voir votre travail sur Scruton se trouver éditeur. Je suis persuadé que vous pourriez contribuer à la reconnaissance, à la connaissance, à la diffusion de la pensée de Scruton dans le monde francophone. Je vous remercie. Merci à vous.
Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio. Avec Accéder Affaires de Desjardins, gérez les finances de votre entreprise partout et en tout temps. Réglez vos factures rapidement, payez vos fournisseurs et transférez des fonds facilement où que vous soyez. Desjardins, fier partenaire des entrepreneurs d'ici.